Imagine que tu emmènes un ami en voiture et qu'il te demande de le déposer dans un quartier que tu ne connais pas. Machinalement, tu lances la navigation sur ton smartphone. Mais t'es-tu déjà demandé comment ça fonctionne ? Certes, ça a quelque chose à voir avec les satellites, mais comment les gens s'y prenaient-ils pour trouver leur chemin avant cette géniale invention ? Pour répondre à cette question, il faut observer le globe terrestre, comme celui qu'il y avait dans ta salle de classe à l'école primaire. Tu remarqueras qu'il est traversé par des lignes verticales et horizontales. Les lignes horizontales, également appelées parallèles, représentent la latitude. À quel point tu es au nord ou au sud de l'équateur, qui se trouve à 0 degré de latitude. Le parallèle 0, qui divise la Terre en hémisphères nord et sud, est si important qu'un pays porte son nom en Amérique du Sud, l'Équateur. Déterminer sa latitude est assez facile, puisque les Polynésiens ont été parmi les premiers à le découvrir en l'an 400 de notre ère. Pour ce faire, il suffit de regarder le ciel et les étoiles, ou plus précisément l'étoile polaire. Elle est toujours positionnée directement au-dessus du pôle Nord, car la Terre tourne sur son axe d'ouest en est. Il suffit de déterminer à quelle hauteur dans le ciel se trouve l'étoile polaire. À l'équateur, elle se trouve à 0 degré, c'est-à-dire à l'horizon, l'endroit où la Terre et le ciel se rencontrent. Au pôle Nord, elle se trouve directement au-dessus de ta tête, à 90 degrés. Si tu te trouves à New York, l'étoile polaire se trouve à 41 degrés au-dessus de l'horizon nord. L'angle est mesuré à l'aide d'instruments tels qu'un sextant ou un astrolabe. Mais le fait de savoir à quel point tu es au nord ou au sud de l'équateur ne te permet toujours pas de savoir où tu te trouves exactement sur la Terre. Pour la navigation, les lignes verticales sur le globe, appelées méridiens, sont beaucoup plus importantes. Elles représentent la longitude et t'indiquent à quel point tu es à l'est ou à l'ouest de Greenwich. Greenwich est un quartier de Londres qui a été choisi comme premier méridien parce que les Britanniques y ont établi l'Observatoire royal en 1851. À l'époque, ils étaient les pionniers de l'astronomie. En théorie, le méridien d'origine peut être situé n'importe où sur le globe. Pendant une courte période, les Français l'ont donc fixé à Paris et les Chinois à Pékin. En 1884, une convention internationale a finalement fixé le méridien d'origine à Greenwich pour le monde entier. On en arrive maintenant à la partie la plus délicate. Comment déterminer sa longitude sur une planète qui tourne constamment sur elle-même ? Comme toutes les étoiles du ciel se déplacent sans cesse, tu ne peux pas compter sur elles pour savoir où tu te trouves exactement. Mais le problème est en même temps la solution. Il suffit de savoir quand tu es et non pas où tu es. L'astronome grec Ptolémée a été l'un des premiers à suggérer que la longitude pouvait être déterminée en mesurant la distance parcourue à l'est ou à l'ouest depuis le point de départ. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, il était courant de mesurer la distance en temps plutôt qu'en kilomètres. Marco Polo, par exemple, a indiqué la taille des terres qu'il a parcourues sur la route de la soie en jours et non en kilomètres. Il faut 24 heures à notre planète pour effectuer une rotation complète de 360 degrés autour de son axe. Donc, elle tourne de 15 degrés toutes les heures. Cela signifie que si tu sais qu'il est midi à Londres et que ton heure locale indique qu'il est 4 heures du matin, il y a environ 8 heures de différence entre toi et l'heure de Greenwich. Multiplie ces 8 heures par 15, le nombre de degrés de rotation de la Terre toutes les heures, et tu obtiens le nombre 120, qui te place quelque part à la frontière entre la Californie et le Nevada, en fonction de ta latitude. Selon la Constitution de la Californie, le 120e méridien ouest a été la principale ligne directrice pour le tracé de cette frontière. Aujourd'hui, cela semble assez facile, puisqu'une simple recherche sur Google nous permet de connaître l'heure à différents endroits. Pour faciliter les choses, le monde entier a été divisé en fuseaux horaires dans les années 1960, ce qui a permis d'éviter des calculs compliqués. Jusqu'au XVIIIe siècle, la navigation était difficile. Les navires naviguaient parfois dans un épais brouillard, ou bien le ciel était simplement nuageux, ce qui rendait difficile la détermination de la latitude. Il était encore plus compliqué de déterminer la longitude en mer. Les marins pouvaient déterminer l'heure locale en regardant le mât. Lorsqu'ils ne projettent pas d'ombre sur le pont, cela signifie que le soleil est au plus haut dans le ciel et qu'il est midi. Mais connaître l'heure de Londres était plus compliqué, car les horloges de l'époque ne pouvaient pas toujours donner l'heure en mer.
Les horloges à pendule ne fonctionnaient pas à cause des ondes de mouvement qu'elles créaient, et les horloges mécaniques à ressort étaient trop sensibles aux changements de température et de pression de l'air. Elles accéléraient, ralentissaient ou cessaient de fonctionner en permanence, ce qui les rendait inutiles pour déterminer avec précision la longitude. Les marins trouvaient leur chemin en étudiant les cartes marines à l'aide de compas magnétiques et en suivant attentivement la direction et la vitesse de leur navire. Mais cela ne suffisait pas et les erreurs de navigation étaient fréquentes. C'est ainsi que la pire catastrophe navale de l'histoire britannique s'est produite en octobre 1707, lorsqu'une flotte de 21 navires qui rentraient chez eux a heurté des rochers au large des îles Scilly. Près de 2000 hommes ont perdu la vie en une seule journée, car le commandant de la flotte, Sir Cloudesley Shovel, qui avait 43 ans d'expérience dans la marine, n'avait tout simplement pas pu déterminer la position précise de son navire en raison du mauvais temps. Après cet événement tragique, les autorités britanniques se sont décidées à agir. Elles ont lancé le prix de la longitude en 1714, fixant à 20 000 livres sterling, soit près de 6 millions de dollars actuels, la récompense pour quiconque résoudrait le problème de la navigation en mer. L'homme providentiel a été John Harrison, un horloger du Yorkshire en Angleterre. En 1755, après plusieurs tentatives, il a présenté un chronomètre de poche baptisé H4. Ce chronomètre était basé sur un ressort fabriqué à partir d'un nouveau type d'acier qui permettait à l'horloge d'être si précise qu'elle ne perdait pas plus d'une seconde après avoir passé un mois en mer. Même les montres suisses haut de gamme d'aujourd'hui ne sont pas aussi précises. Cette percée dans la technologie du chronométrage a permis aux Britanniques de véritablement dominer les mers dans les décennies suivantes. Grâce à elle, nous sommes aujourd'hui en mesure de nous localiser n'importe où sur le globe à l'aide des satellites qui fonctionnent selon une technologie similaire. En orbite autour de la Terre, les satellites GPS envoient des messages radio codés dans le temps qui sont captés par des récepteurs, comme ceux de nos smartphones. Le récepteur compare alors l'heure locale à l'heure à laquelle le message a été envoyé. En se basant sur la vitesse de la lumière à laquelle le signal a voyagé, il calcule la distance exacte qui nous sépare de ce satellite. Pour que ce calcul soit précis, il faut au moins 3 ou 4 satellites. Lorsqu'un appareil GPS calcule la distance qui le sépare d'un satellite, il ne peut pas déterminer la direction depuis laquelle le signal radio a été envoyé. Si on considère ce signal comme un faisceau de lumière éclairant la Terre, il crée alors un cercle sur la surface et on peut se trouver n'importe où à l'intérieur de ce cercle. Mais lorsque plusieurs satellites créent des cercles qui se chevauchent, il est plus facile de se localiser. Cette méthode de géolocalisation s'appelle la trilatération. Certains récepteurs GPS sont si précis qu'ils peuvent déterminer ta position à 1 cm près. Outre la latitude et la longitude, ils fournissent également des informations sur ton altitude, c'est-à-dire la distance verticale qui te sépare du niveau de la mer. L'obtention de toutes ces informations a été rendue possible après avoir enfin compris le lien entre le temps et la position. Notre connaissance de l'univers continue de s'étendre, car la théorie de la relativité d'Einstein a permis de mieux comprendre le fonctionnement des satellites GPS. La gravité fait que les horloges terrestres tournent moins vite que les horloges montées sur les satellites dans l'espace. Et il faut tenir compte de cet effet. Si on ne le faisait pas, les petites différences de temps rendraient impossible la détermination de notre position exacte sur Terre.